Et donc, j'ai le plaisir de présenter les deux prochains orateurs. Donc, Suzanne Rochefort, actuellement est à terre en histoire moderne à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et elle m'a appris tout à l'heure qu'elle venait d'être élue, maître de conférence à l'université de Lorraine. Donc, c'est une très belle nouvelle. Ses travaux portent sur l'histoire sociale, culturelle et politique des spectacles au XVIIIe siècle. Et sa dernière publication, et là aussi c'est vraiment une très bonne nouvelle, c'est sa thèse qui parue aux éditions Champvallon, Vie théâtrale au pluriel, le métier de comédien à Paris entre lumière et révolution. Laurent Cuvelier est maître de conférence en histoire moderne à l'université de Tours, membre du Centre Tourangeau d'histoire et d'études des sources, le CETIS. Il est spécialiste d'histoire urbaine et d'histoire des pratiques de l'écrit, et ses travaux portent sur les formes d'engagement des citadins dans la ville et leurs usages de l'espace public au XVIIIe siècle, en particulier pendant la Révolution française. Et lui aussi va faire paraître sa thèse. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas si évident de parvenir et de réussir à faire publier sa thèse. Donc, oui, c'est très important. Et je trouve ça formidable. Donc, aux éditions Flammarion, cet ouvrage, la ville captivée, affichage et publicité au XVIIIe siècle. Et j'ai le grand plaisir de leur donner la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Natacha. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je commencerai la communication, puis Suzanne prendra le relais. Et pour commencer, j'aimerais commencer avec un type de sources qui seront au cœur de notre propos, qui sont des lettres de lecteurs publiées dans les journaux et publiées par les rédacteurs des journaux. Alors, je vais y venir, mais pour commencer, un exemple qui nous place en novembre 1797, qui est publié dans un journal spécialisé, dans le Courrier des spectacles, et qui est, je vous le résume rapidement, qui est écrite par un spectateur mécontent. Comme donc, une lettre de plainte. Maintenant, si on pense aux commentaires notamment sur les réseaux sociaux. En tout cas, là, cette lettre de plainte, on a publié le début. Elle commence comme ça, on peut la lire ensemble. Au rédacteur du Courrier des spectacles, citoyen, tout ce qui peut être utile aux arts et au plaisir public est bon à publier. D'après cette maxime, je vous prie d'insérer ma lettre. Alors, je vous résume rapidement l'affaire. On a ici un notaire qui est amateur de théâtre, qui se rend très régulièrement au théâtre de l'Odéon et qui a emmené, donc, en novembre 1797, sa famille, qui sont allés en famille au théâtre de l'Odéon. Et lorsqu'ils arrivent devant le théâtre, sur l'affiche qui était censée annoncer la tragédie Geneviève de Brabant, il y a un bandeau qui annonce une autre pièce. Il est extrêmement déçu, pour ne pas dire indigné. Il s'informe et on lui répond que l'acteur principal, un certain Dugrand, est enrhumé. Et donc, du fait de ce problème de santé, on a dû annuler la pièce et en faire jouer une autre. Ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que dans le même journal, quelques jours plus tard, le dénommé Dugrand, donc le comédien, voit sa lettre publiée comme une réponse par l'intermédiaire du journal à la plainte du notaire spectateur. Alors là aussi, on vous a mis un extrait, elle est beaucoup plus longue. Dans l'attaque que son humeur dirige contre moi, il semble me dire qu'une pièce annoncée est une dette contractée avec le public et qu'un acteur doit l'acquitter mort ou vif. Vous l'avez remarqué, donc, il y a une certaine maîtrise, un certain usage, l'exagération, aussi bien chez le notaire que chez le comédien. Et ce qui nous a intéressé, alors je finis l'histoire, Dugrand se dit innocent, il affirme qu'il a prévenu le régisseur en bonne et due forme, 24 heures avant, et pour le dire rapidement, c'est l'institution, c'est le théâtre qui a mal fait son travail d'information. Ce qui est intéressant à travers cet échange, c'est tout d'abord, et j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est qu'on voit apparaître le fonctionnement d'un système d'information, des spectacles qui associe les affiches
publiés dans la rue, publiés notamment ici devant le théâtre de l'Odéon, et le journal. Donc ce système d'information, il joue sur la complémentarité, puisque l'affiche et le journal sont instrumentalisés, aussi bien, on le voit à travers cet exemple, à la fois par les spectateurs, par les professionnels du théâtre, mais aussi par les rédacteurs, et notamment les rédacteurs des journaux. Alors ce conflit, il est rendu public, je l'ai déjà dit, dans le Courrier des spectacles. Et ce qui est intéressant avec ce Courrier des spectacles, c'est que le premier quotidien, publié à partir de 1797, donc publié tous les jours, ou presque, qui est dédié uniquement à l'actualité des spectacles. Alors ce Courrier des spectacles, il apparaît dans une phase chronologique qui est beaucoup plus longue, qu'on a déjà un peu évoqué ce matin. Il apparaît au moment où le rythme de publication renvoie à l'accélération du temps journalistique. Et ici, la périodicité, elle est décisive. On a déjà cité aussi l'apparition du premier périodique en France, donc le Journal de Paris, 1er janvier 1777, avec quelques chiffres sur ce tableau qui renvoient notamment, ce qui nous a particulièrement intéressé, je ne développe pas, on pourra y revenir, c'est sur la question des abonnés. Quelques chiffres sur les abonnés, même si ces indications n'indiquent pas le nombre de lecteurs potentiels et qu'il est certainement plus grand. La suppression du régime de censure des imprimés, à partir de la Révolution française, elle est symbolisée souvent par la proclamation de la liberté de la presse en 1789, mais aussi la demande accrue d'information contribue à faire évoluer les formules journalistiques et les modes de production. Et ceci, c'est réinscrit dans cette dynamique-là, à la fois, donc, je répète, demande accrue d'information, mais aussi suppression des régimes de censure, du régime de censure des imprimés. C'est dans ce processus-là que le Courrier des spectacles apparaît en 1797. Les mutations de la sphère médiatique sont liées à celles que connaissent les institutions dédiées au divertissement. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, les salles de spectacle s'ouvrent au plus grand nombre, et après un affaiblissement progressif des monopoles artistiques tout au long du siècle, le paysage théâtral se libéralise complètement en janvier 1791. Donc, durant cette décennie révolutionnaire, la capitale compte environ une vingtaine de salles ouvertes simultanément. Et c'est ce processus de démocratisation des loisirs qui suppose une augmentation à la fois du nombre de spectateurs qui se rendent physiquement dans les salles, mais aussi une augmentation des lecteurs de journaux curieux de divertissement. Et ces deux publics, cette imbrication entre ces deux publics, c'est-à-dire les spectateurs physiquement présents dans les salles et les lecteurs de journaux curieux qui lisent la presse, c'est cette imbrication qu'on voudrait étudier, qui a régulièrement été utilisée comme synonyme de public, mais on aimerait aujourd'hui lui donner un sens un peu plus précis. Alors de nos jours, dans la perspective très contemporaine d'une société d'hypermédiatisation, le terme de communauté est devenu presque risible. Il est souvent galvaudé dès lors qu'il est associé aux dynamiques de consommation, ce que certains influenceurs présentent sous le terme de la commu. Néanmoins, il s'agit, du point de vue économique, d'un groupe cible de marketing présentant un certain entre-soi, constitué par des codes et par un langage spécifique. Et justement, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est repartir de ces caractéristiques d'une communauté de consommateurs, et ça fait en ce sens écho à ce qu'on vient de voir, pour étudier la formation d'un groupe à la fois réel et idéalisé par les acteurs, aussi bien les acteurs du marché de l'information, c'est-à-dire ceux qui font les journaux, mais aussi les acteurs du marché des théâtres, qui animent les salles de spectacle. Nous postulons ainsi qu'il se développe, à partir des années 1770, ce qu'on appelle une communauté médiatique, autour de l'actualité des spectacles. Cela implique d'insister à la fois sur les usages socio-économiques que les lecteurs font des médias et sur les stratégies de ceux qui les fabriquent. Donc, ceux qui les fabriquent, ce sont les rédacteurs. Et là, on fait notamment référence aux travaux sur l'actualité contemporaine, comme ceux de Luc Boltanski et Arnaud Esquer, qui ont souligné la complexité des opérations menées par ces rédacteurs, qui sélectionnent les informations, qui adoptent un style concis, qui
vont orchestrer les interventions des lecteurs. Ce sont donc bien des choix rédactionnels qui donnent aux journaux, dès leur début, une dimension interactive. Et de ce point de vue, notre communication, elle s'inscrit dans un débat historiographique que certains et certaines d'entre vous connaissent sûrement, sur le caractère interactif des journaux. Et pour étudier cette interactivité des journaux, une source qui a été utilisée, ce sont justement ces lettres de lecteurs, d'abonnés, de spectateurs qui publient dans la presse. Alors, on a mis quelques références, hein, c'est bien sûr pas une liste exhaustive, mais vous avez les travaux de Denis Reynaud, ceux également d'Elisabeth Bond, ou encore de Suzanne Dumouchel, qui ont souligné dès le XVIIe siècle le caractère fondamentalement épistolaire des journaux, même si à partir du milieu du XVIIIe siècle, on a des dynamiques qui se diversifient. Alors ces lettres de lecteurs, elles sont donc un objet d'étude classique d'histoire de la presse, dont le caractère fictif impossible à trancher, on ne tranchera pas du tout aujourd'hui, a longtemps fait débat. Prises au pied de la lettre, elles ont pu être utilisées pour approcher la sociologie des lecteurs et penser les journaux du XVIIIe siècle comme une sphère interactive ou comme un forum de discussion, de participation des lecteurs. Au contraire, des positions plus sceptiques partent du principe qu'il s'agit de fiction écrite par les rédacteurs, créée par et pour les journaux. Afin de sortir de cette impasse, on aimerait déplacer la question et démontrer notamment que ce matériau constitue avant tout une pièce fondamentale du fonctionnement de l'économie des spectacles et des médias. Alors, trois moments. Le premier, et dans cette perspective, nous partirons des médias utilisés pour fabriquer l'information des spectacles, et j'approfondirai donc les contours de ce système d'information des spectacles dont j'ai parlé tout à l'heure, pour ensuite étudier l'utilisation de ces médias, plus spécifiquement par les professionnels du monde artistique, et enfin on terminera sur les politiques des rédacteurs pour fidéliser ce qu'on appelle donc une communauté médiatique, et notamment assurer le financement de leurs journaux. Alors, pour commencer, on l'a vu avec cet exemple du début d'introduction, ce système d'information associe journaux et affiches. Alors, je pourrais parler pendant des heures de ces documents, je vais essayer de faire court. Ce qui est certain, c'est que la forme de ces affiches qui annoncent les spectacles, pour vous donner graphiquement et visuellement une idée de ce à quoi ça ressemble, la forme de ces affiches, elle évolue au cours du XVIIIe siècle, malgré certains invariants. On indique le jour précis, le titre, le sous-titre, parfois l'horaire, le nombre de représentations, et surtout, très important, le genre théâtral. Sont ajoutés progressivement au cours du siècle le nom de l'auteur et, à la fin du XVIIIe siècle, celui des principaux comédiens et comédiennes. Et on retrouve ici les liens entre les médias et la construction des réputations, dont on aura l'occasion de reparler dans ce colloque, à travers notamment l'émergence du vedettariat. Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, les affiches sont de plus en plus associées aux journaux et parfois à des billets distribués comme des prospectus. Ces annonces publiées dans la presse précisent en général les mêmes informations que les affiches. L'objectif est d'obtenir une vision panoptique des spectacles sur une ou deux pages d'annonce. Et on en parlait un peu ce matin, là vous avez au centre le courrier des spectacles. Le rédacteur du courrier des spectacles, Le Pan, est très attaché, malgré la multiplication des salles et des spectacles à annoncer, il est très attaché au fait de rester sur 2 pages seulement, de garder uniquement 2 pages pour ses annonces. Et comment est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va jouer sur la mise en page et il va jouer aussi sur la typographie. Il dit qu'il fait graver des lettres qui lui permettent, pour aller vite, de mettre plus de contenu sur le même espace. Les affiches demeurent au XVIIIe siècle la source d'information première, en particulier parce qu'elles peuvent être adaptées aux imprévus. C'est le cas notamment pour les nouveaux espaces de divertissement qui se développent dans le dernier tiers du siècle. Ce sont les Vauxhall ou encore les fêtes de Tivoli. Là, je vous ai mis
un exemple, une affiche particulièrement illustrée. Donc, tous ces spectacles qu'on appelle aujourd'hui des spectacles de plein air, qui sont particulièrement soumis aux aléas climatiques. Et dans ce contexte d'incertitude, les affiches aident à ajuster les horaires des festivités, comme le souligne l'organisateur des fêtes du Jardin de l'Élysée. L'heure juste, je cite, donc l'heure juste de la fête sera indiquée sur la dernière affiche. La presse quotidienne tente de se calquer sur ce modèle des affiches, renouvelé quasiment tous les jours, et la souplesse permise par les éphémères, elle est régulièrement mise en avant par les directeurs de journaux, avec donc un système d'information des spectacles qui poursuit un double objectif, faire court mais faire mieux. En effet, la dynamique d'actualisation, elle est portée, donc, vous l'avez compris, par les rédacteurs qui essayent de modifier la mise en page, de modifier le contenu. Elle est également, cette dynamique d'actualisation, portée par un public de lecteurs-spectateurs qui intervient dans les colonnes de journaux. Et là, je reviens sur mes lettres de lecteurs, mes lettres d'abonnés. Alors, l'espace du journal se présente comme celui où on peut s'adresser à, dans lequel des anonymes, comme des personnalités, peuvent trouver un canal d'expression. Globalement, ces lettres d'abonnés présentent des sujets récurrents. Ils commentent des prestations théâtrales, ils interrogent également les rédacteurs à propos de l'actualité des spectacles, ils vérifient certaines données de la programmation, de la distribution, qui sont dans cette logique de vérifier l'information. La libéralisation du paysage théâtral, dont j'ai déjà parlé, entraîne des pertes de repères chez le lectorat, elle favorise une certaine forme de confusion, et les journaux tentent d'y pallier en se faisant l'écho de ce qu'on appelle à l'époque les émigrations de spectacle en spectacle, ce qu'on pourrait appeler une espèce de mercato des comédiens et des comédiennes. Et un exemple là, en 1798, un lecteur curieux d'un supposé nouvel engagement d'une comédienne écrit au courrier des spectacles. Donc là, vous voyez sur le PowerPoint, formellement, visuellement, à quoi ressemble donc ce dispositif, ces lettres de lecteur. Alors j'en extrais une partie, mais qui est devenue une actrice de 16 ans qui a débuté à l'Odéon par le rôle de Palmyre dans Mahomet et qui n'a plus reparu. Et juste en dessous, la note du rédacteur qui répond, à nouveau là aussi en synthétisant, l'actrice intéressante dont il est parlé dans cette lettre est la citoyenne Patra, elle est toujours attachée à ce théâtre où l'on espère la revoir. Donc, des lettres de lecteurs qui vérifient l'information, qui vérifient les transferts, les émigrations de spectacle en spectacle. Et si on essaie de préciser les contours de ce corpus, de ces lettres de lecteurs, alors là on s'appuie sur le travail, je l'ai cité déjà, je la cite à nouveau, le travail d'Elisabeth Bond, qui a étudié un corpus de plus de 6900 lettres envoyées à des périodiques parisiens ou provinciaux dans les années 1770-1780. Et dans ce corpus, elle estime qu'environ 30% des missives sont soit non signées, soit suivies du terme, cette signature, un ou une abonnée. Cela est complété par le recours au pseudonyme, qui concerne, dans ce même corpus, un peu moins de 10% des écrits. Les régimes de l'anonymat ou du pseudonymat ont alimenté l'hypothèse de fiction de correspondance. Néanmoins, en constituant des modèles de participation, ces lettres contribuent à une véritable pédagogie de l'entraînement et pédagogie de l'engagement médiatique. Pour le dire autrement, elles incitent à lire, mais elles incitent aussi à écrire. Et si on se penche sur ces lettres, notamment publiées dans les journaux dédiés au spectacle, ces lettres sont loin d'être toutes fictives. Et là, j'en arrive à notre deuxième point, prendre à témoin la communauté médiatique, médias et marché du travail artistique. Et pour commencer, ce qu'on a un peu deviné, certaines prises de parole d'abonnés émanent d'individus bien identifiés et bien impliqués dans le monde professionnel lié au spectacle. Ça permet à ces professionnels de corriger la tromperie, de s'impliquer, d'agir sur la sphère théâtrale. Et parmi ces professionnels du spectacle, ceux qui utilisent abondamment la presse pour corriger l'information, ce sont les comédiens et les comédiennes, donc qui relaient leurs paroles en publiant et en envoyant des lettres publiées dans la presse. Un exemple ici, on est en 1798.
vous avez un nouveau théâtre qui ouvre près du jardin du Palais Royal, les Veillées de Thalie. Et 2 jours plus tard, donc 2 jours après l'ouverture, annoncée d'ailleurs en grande pompe publicitaire, les actrices Nanine Malherbe et José nient s'être engagées dans ce spectacle, l'extrait de leur lettre. Il est vrai que le citoyen Garnier nous a sollicité plusieurs fois d'entrer dans la société qu'il formait, mais nous l'avons constamment refusé. C'est donc avec étonnement que nous avons vu nos noms sur les prospectus qu'il fait délivrer dans toutes les rues de Paris. Donc, là, pour les comédiennes, le choix de la presse comme outil de communication permet de contrer plus efficacement le dispositif publicitaire, notamment ce prospectus qui circule de main en main. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles insistent, elles défendent leur honneur en s'efforçant de préserver leur fiabilité professionnelle. Ça s'adresse bien sûr aux spectateurs, mais aussi, peut-être surtout, aux directeurs de théâtre à Paris et en province qui sont ensuite susceptibles de les embaucher. Cette campagne publicitaire des Veillées de Thalie fait l'objet d'une autre lettre publiée dans la presse. Et là, je laisse la parole à Suzanne qui va vous la présenter. Vous avez vu cette mise en scène assez sophistiquée pour le relais. Alors effectivement, le démenti de ces 2 actrices, Nanine Malherbe et José, est redoublé quelques jours plus tard par un compositeur et chanteur, Pierre Gaveau, qui lui aussi accable le directeur des Veillées de Thalie. Il écrit dans le même journal: « Je suis bien aise de saisir cette occasion pour apprendre au public que le citoyen Garnier, donc ce même directeur, ne tient pas toujours les engagements qu'il lui promet dans les pièces annoncées sur la grande affiche. Car le jour de l'ouverture de son théâtre, au moment où l'on devait jouer les sabots, il annonça au public qu'un accident imprévu le forçait à donner en place l'amour filial. » C'est la pièce de Gaveau. Je demanderai donc au citoyen Garnier si, au mépris des lois existantes sur les propriétés, il a le droit de faire représenter une pièce quelconque sans qu'au préalable, il en ait obtenu la permission par écrit de l'auteur. C'est lui. Pierre Gaveau, dont les commentaires sont régulièrement publiés dans les colonnes du Courrier des spectacles, utilise souvent ce média pour corriger des affiches mensongères, pour insister sur la non-fiabilité de certains directeurs et même ici sur le non-respect des droits d'auteur, afin de discréditer ces directeurs, mais aussi potentiellement d'obtenir le soutien d'autres entités de la sphère théâtrale, spectateurs, comédiens ou autres dramaturges. Puisque les dramaturges sont nombreux également, comme Gaveau, à écrire dans les journaux au sujet d'un phénomène qui est le plagiat. Donc, ce terme apparaît de plus en plus utilisé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle pour signifier, comme un dérivé de plagiaire, celui qui s'approprie ce qu'il a pillé dans les ouvrages d'autrui. On en a un exemple ici qui là, concerne le théâtre des Victoires nationales, puisque un dramaturge, en se promenant dans la rue, a vu sur une affiche du théâtre des Victoires nationales le titre d'une pièce identique à la sienne qu'il est en train d'écrire. Et donc, il prend les devants. Il prend les devants et il écrit au Courrier des spectacles « Je le déclare d'avance au public pour que, dans la suite, si le hasard de cette pièce lui faisait obtenir les honneurs de la représentation, personne ne put m'accuser de plagiat. » Et donc, ces lettres-là, publiées dans la presse, elles font vraiment état de la veille active des dramaturges et de leur conscience du système d'information des spectacles qui repose sur la complémentarité entre l'affiche, première source de renseignement, et le journal, espace privilégié à la fois de prévention et de rectification des informations. Donc on voit bien là comment la presse devient un espace pour garantir sa situation professionnelle dans le flux constant et rapide de l'actualité théâtrale. Parallèlement, les rédacteurs se mettent donc triplement au service de leur communauté médiatique. D'abord en annonçant fidèlement les représentations, ensuite en proposant une critique dramatique rigoureuse des pièces, et enfin en offrant un outil de régulation dans les rapports socio-professionnels du monde artistique. Les théâtres transmettent chaque jour leur annonce aux principaux journaux, qui les publient gratuitement, mais non sans réciprocité. En effet, les rédacteurs obtiennent en fait des entrées gratuites
pour les spectacles. C'est un procédé qui est très difficile à documenter parce que ça ne figure pas dans les archives de fonctionnement des théâtres, aux côtés d'autres dépenses, payant par exemple les imprimeurs ou les afficheurs. Mais cela dit, on peut en retrouver quelques traces fugaces, par exemple dans les archives de la Comédie Française. On vous en a mis un extrait ici. En avril 1790, Jean-Charles Levacher de Charnois, qui est notamment un des rédacteurs du Journal des théâtres, obtient ses entrées libres à la Comédie Française, un fait qui est présenté par les sociétaires comme un tribut que la comédie paye avec plaisir au littérateur de son mérite. Il y a donc bien un double enjeu toujours pour les rédacteurs. En lumière, il s'agit d'agir pour le bien de l'art dramatique, la formule est sans cesse répétée, et dans l'ombre, il faut bien tout de même assurer la pérennité économique de son journal. Et donc c'est l'objet de notre troisième et dernière partie, qui est intitulée « Du point de vue des rédacteurs, fabriquer et entretenir une communauté médiatique ». Parmi les différentes motivations des journalistes, il faut en effet redonner une place importante aux considérations financières. Faire de son journal le lieu d'une actualité théâtrale fiable doit sans aucun doute favoriser les réabonnements et les abonnements, qui coûtent environ, on l'a vu dans le tableau en introduction, environ 30 livres pour Paris et 37 livres pour la province, même si c'est bien sûr variable selon les journaux. Mais tout cela pourrait expliquer, en tout cas on en fait l'hypothèse avec Laurent, que les journalistes façonnent leur communauté médiatique en s'appuyant beaucoup sur la figure de l'abonné, qu'ils mettent sans cesse en avant. Cette évocation des abonnés, elle est d'abord associée à celle des horaires et de la distribution très concrète des journaux. On le voit là, dans le courrier des spectacles, où le rédacteur précise à tout le monde à quel point il est attentif aux horaires. Il dit, persuadé que notre journal perdrait beaucoup de son agrément pour nos abonnés s'il ne le recevait pas de bonne heure, et désirant parvenir par toutes sortes de moyens à mériter leur suffrage, nous venons de prendre de nouveaux arrangements pour leur en assurer la réception tous les jours avant 10 heures. Nous prions ceux à qui il serait remis plus tard de nous le faire savoir. Cet ensemble des abonnés, il est donc ici virtuellement uni par le partage des mêmes rythmes matinaux, et on voit bien là ici cette dimension très concrète de la sensation de l'actualité qu'on a pu voir aussi ce matin avec Gabriel Tarde. Mais les abonnés constituent aussi un cercle préférentiel qui est régulièrement mis en avant concernant les publications littéraires. Le rédacteur du Courrier des spectacles déclare ainsi: parmi plusieurs pièces de vers qui nous ont été adressées, quelques-unes nous ont paru jolies, mais nous en serrons que ce qui est signé d'un abonné. Cette déférence envers les abonnés s'accompagne néanmoins de la publicisation de certains conflits, de certains désaccords avec des abonnés. Le 7 novembre 1797, un abonné du Courrier des spectacles, qui se présente comme tel dès la première ligne, reproche au rédacteur de négliger son principal objet, qui est de rendre compte exactement des nouveautés de la capitale, au lieu de privilégier au contraire des dissertations sur les ouvrages anciens ou étrangers, qui, bien que très savantes et judicieuses, sont pour la grande majorité des lecteurs beaucoup moins intéressantes que le succès de tel ou tel auteur ou acteur. Et cet abonné, c'est intéressant, il termine en affirmant être le porte-parole de plusieurs personnes qui désirent, comme lui, que le journal continue d'avoir du succès. Si le rédacteur répond immédiatement sur la même page, et il reconnaît effectivement qu'il est peut-être échappé une pièce sur un petit théâtre dont il n'a pas parlé, mais il se justifie. Le travail qu'exige la reprise de ce journal doit rendre un peu indulgent sur ce point. La publication de cet échange poursuit un double objectif. D'abord, cela permet au rédacteur d'affirmer en sous-texte son positionnement politique conservateur en minorant l'importance des spectacles qui sont nés de la loi de libéralisation des spectacles de janvier 1791, qui autorisait tout citoyen à ouvrir un théâtre sur simple autorisation de la mairie, et fait qu'effectivement, il y a eu une multiplication de salles et de petits spectacles dont il faut rendre compte de l'actualité. Et en ce sens, on voit bien à quel point étudier la fabrique de la communauté médiatique suppose un décentrement, mais non pas une évacuation de la grille de lecture politique. C'est vraiment, on peut essayer de tenir les deux ensemble.
Et en même temps, il y a peut-être une... Oui, il y a une slide qui est partie, c'est pas grave. En même temps, le fait de publier un débat ou une intervention virulente, ça ouvre des dynamiques de réponse. Et cette logique, elle est poussée à l'extrême lors de la publicisation, par l'intermédiaire de plusieurs journaux, d'un conflit entre la comédienne Elisabeth Joly et Gaillard, directeur du Théâtre de la République. Alors là, on n'est plus dans le courrier des spectacles, même si la slide le laisse penser, on est dans d'autres journaux. Cette comédienne, Elisabeth Joly, le 20 décembre 1796, en lisant le journal L'Ami des lois, elle voit une diatribe publiée contre elle, ce sont ces mots, qui l'accuse d'avoir quitté le Théâtre de la République avant la fin de son contrat d'engagement. Elle va répliquer tout de suite par voie de presse, et 4 jours après, sa justification paraît dans un autre journal, le Journal de Paris, premier quotidien. Elle affirme en fait qu'elle était victime d'un retard de salaire de plusieurs milliers de livres, et donc que c'est pour ça qu'elle était partie. 6 jours après, ça continue. Son directeur, Gaillard, répond par la voix du Journal de Paris en disant « Si, elle avait bien été payée, mais en assignat, certes. » Donc il en profite aussi pour exposer tous les détails contractuels qui la concernent afin de la discréditer sur le marché du travail. On est bien dans une dynamique où le marché du travail des comédiens fonctionne sur une interconnaissance et sur une double confiance, à la fois dans les talents de la personne qu'on embauche, mais également dans sa fiabilité envers le respect de son engagement. On reste 1 an ou 2 ans si on a été engagé, on ne part pas avant. Chacune de ces lettres, envoyées par Mademoiselle Joly et son directeur, occupe tout de même 2 colonnes dans chaque numéro du Journal de Paris, soit 1/4 de chaque numéro. Et cet échange, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, de sortes de petits feuilletons théâtraux qui fédèrent finalement la communauté médiatique, avide de plonger toujours dans les coulisses de leur spectacle favori. Là, on a pu voir certains traits communs avec les logiques du roman feuilleton qui se développera dans la presse dans les années 1830, où on a cette avidité de revenir vers des histoires qu'on est en train de lire et qui se déroulent sous nos yeux au fur et à mesure. Parallèlement, ce qui montre aussi les continuités, si vous voulez, c'est la récurrence des pseudonymes. Le pseudonyme le plus récurrent et le plus connu, c'est celui de théâtrophile. On le retrouve dès les premiers numéros du Journal des théâtres, donc dès 1776, mais ensuite on le voit apparaître dans le Journal de Paris et encore toujours dans le Courrier des spectacles en toute fin de siècle. Toujours avec des caractéristiques d'écriture similaires, c'est-à-dire que c'est un ton qui est très intransigeant, qui fustige les moindres erreurs des comédiens, en développant vraiment une vision de l'esthétique du théâtre fondée sur une rhétorique très classique. Ces choix comme ça de publier des choses et des éléments récurrents, on peut faire l'hypothèse que c'est pour des raisons également financières, de fidéliser sa communauté d'abonnés. En effet, les dernières décennies du XVIIIe siècle correspondent à un moment de restructuration de l'économie des périodiques. Et là, pour le comprendre, on propose de faire un petit détour par les annonces qu'on a vues aussi dans la communication précédente, en s'appuyant notamment sur les travaux de Gilles Fayel, qui a beaucoup étudié le modèle de la presse d'annonces. Il insiste bien sur un double tournant. Dès 1760, dans les annonces de province, faire l'annonce d'un bien ou d'une demande de placement de domestique devient payant, avec un prix proportionnel au nombre de lignes. Cette dimension payante, pour Paris, elle apparaît en 1788, donc plus tardivement. Or, durant la décennie révolutionnaire, ce principe de monétisation des annonces s'étend à des journaux généralistes, comme le Journal de Paris, mais également comme le Courrier des spectacles. Et en 1798, justement, ce dernier fait évoluer son format éditorial en publiant désormais un supplément dans lequel il y a des nouvelles politiques, notamment, mais dans le supplément, et également des annonces de livres nouveaux. Et pour faire passer ces annonces, il fixe des prix
Donc on y insérera toutes sortes d'autres annonces à raison de 2 sols par ligne, au-dessus du nombre de 12 et de moitié seulement pour les articles qui excéderont ce nombre. Et, c'est ce qui nous intéresse, les abonnés ne payeront que moitié pour les articles qu'ils voudront faire insérer. Cette mise au point ici vient redoubler le lien économique entre les abonnés et leur journal. En plus du financement régulier qu'ils apportent, les abonnés sont désormais sollicités pour nourrir la deuxième source de financement du journal, à savoir les annonces publicitaires ponctuelles. Cela acte donc une stratification économique entre les abonnés et la globalité des lecteurs, en accordant aux premiers un tarif préférentiel pour payer leurs annonces 2 fois moins cher. Donc là, ici, plutôt qu'une communauté médiatique horizontale, ce qu'on voit plutôt apparaître, c'est plutôt un modèle par cercle concentrique autour d'un noyau fort d'abonnés. Et on retrouve là Camille qui nous parlait aussi de différents cercles. Donc là, voilà, on voit que c'est un point commun. Quelques mots très rapides pour conclure. Cette communauté médiatique, elle apparaît d'abord comme un groupe de lecteurs-consommateurs qui rassemble des amateurs et professionnels de théâtre qui sont en quête de sources fiables pour s'informer et pour communiquer autour des spectacles. Cette communauté, elle fonde son intervention sur le postulat qu'elle peut amener des transformations effectives dans la sphère des spectacles, en renforçant une crédibilité professionnelle, en corrigeant une information erronée, etc. Le périmètre social apparaît dit très, très complexe à saisir, bien évidemment, mais cela dit, elle apparaît essentiellement masculine, puisqu'on a quand même une très grande majorité de lettres qui sont écrites par des hommes, soit signées un abonné, soit par des personnes qui ne sont pas anonymes. Et en même temps, cette communauté médiatique, elle se présente aussi comme une sorte d'abstraction qui est créée par les rédacteurs pour mieux cibler leur lectorat et pour assurer la pérennité économique de leur entreprise. Donc cette étude, elle montre finalement, on l'espère en tout cas, l'intérêt de procéder à un décentrement, c'est-à-dire qu'en se focalisant sur les médias occupés par la commercialisation des loisirs, cela permet de mettre en lumière d'autres dynamiques que celles des usages politiques des journaux durant la décennie révolutionnaire, période où s'entrecroisent 2 processus de libéralisation, celui des spectacles et celui de la presse, consacrant à la fois les médias comme un espace de régulation des conflits professionnels et accélérant aussi l'adoption du modèle de financement de la presse d'annonce par les journaux généralistes. On vous remercie de votre attention.